Nouvelle émission spéciale élection, vous le savez, ce 25 mai, on va voter. Pour les régionales, il y a la région de Bruxelles-Capitale et nos voisins du Brabant flamand, la région flamande. Évidemment, les ondes radio ne s'arrêtent pas au territoire des 19 communes. Nous sommes donc écoutés en périphérie et nous avons aujourd'hui à nos côtés Christian Van Eken. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur cette antenne. Alors, vous êtes la tête de liste de l'Union des francophones qui se présente au Parlement flamand. C'est la liste numéro 11. Et tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'Union des francophones ? Mais l'Union des francophones est un cartel formé de 4 partis, le CDH, le FDF, le MR et le PS. Donc les partis démocratiques francophones présents en Brabant flamand. À l'exception des colos. D'accord. Alors, quel est en quelques mots le programme que vous proposez à vos électeurs ? Eh bien, le premier point de notre programme est bien entendu la ratification de la Convention cadre sur la protection des minorités nationales. Alors peut-être expliquer pour les auditeurs qui ne sauraient pas exactement ce que c'est. C'est une convention au niveau de l'Europe oui. Qui protège les minorités et les francophones dans la périphérie forment une minorité. Cette minorité n'a jamais été reconnue par la région flamande, mais il faut quand même rappeler qu'en 2001, après aussi des négociations institutionnelles, Louis Michel avait été signé cette convention cadre parce que c'était une contrepartie que les néerlandophones avaient donnée à ce niveau-là. On a été signé, mais avant que ce texte soit traduit dans les actes dans notre pays, il faut qu'il soit ratifié par les différents parlements. Alors, il peut être ratifié par la région bruxelloise, la région wallonne, la communauté française. Mais s'il n'est pas par le Parlement flamand, s'il n'est pas par le Parlement flamand, ça ne s'appliquera pas. Ça restera lettre morte. D'accord. Et comme dans le programme de législature du gouvernement flamand, on met à chaque fois ce point-là, on ne le ratifiera pas, on ne reconnaîtra jamais les francophones de la périphérie. Alors, à ça, moi je dis, en étant déjà une représentation de ces francophones au sein même de leur parlement, vous avez peut-être la possibilité de faire entendre votre voix. C'est déjà bien la preuve que nous existons, nous formons cette minorité. Nous avons actuellement 5 conseillers provinciaux au conseil provincial du Brabant flamand. Encore une autre preuve que nous formons une minorité dans ce Brabant flamand au sein de cette Flandre. Nous avons plus de 150 mandataires, que ce soit des bourgmestres, que ce soit des échevins, des conseillers communaux, des présidents de CPS et des conseillers de CPS. Donc nous avons des mandataires francophones qui sont rattachés à l'Union des francophones. Donc la preuve est faite. On va parler maintenant un petit peu de vous, parce que ce combat, je crois qu'on peut utiliser ce mot, vous le portez depuis longtemps. Vous êtes déjà député depuis 4 législatures, vous vous présentez pour la 5e fois. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer en politique et à porter cette cause ? Mais mes débuts, je les ai faits en 1982, donc ça remonte un peu. Mon Dieu ! Et oui, mais ça me rajeunit pas. En même temps, vous vous appelez Christian, je ne vois pas pourquoi je vous appelle mon Dieu. Bon, continuez. C'est lamentable. Mais que voulez-vous ? C'est un jeu de mots. C'est lamentable. Alors, non, c'est depuis 1982, je me suis présenté à Linkebeek. J'ai été fin de 1982 jusqu'en 1992. Et depuis de 92 à 2006, j'ai été bourgmestre de la même commune de Linkebeek. C'est là que j'ai fait mes débuts, c'est là que je suis rentré en politique. Pourquoi ? Parce que la politique au niveau local, on essaye de le faire, non pas pour changer le monde, mais pour être au service de la population. Linkebeek étant une petite commune de même pas 5000 habitants, c'était vraiment une proximité des habitants et c'était chouette de le faire. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu l'occasion alors, étant donné qu'en 1995, on a décidé que le Parlement flamand était élu directement. Oui. Et donc, auparavant, c'était des élus francophones et néerlandophones qui se réunissaient dans ce qu'on appelle le conseil, le Vlaamse Raad ou le conseil wallon. On a eu la première élection directe et là, à ce moment-là, nous avons décidé, les forces politiques francophones démocrates, on a décidé de s'allier et de déposer une liste. J'ai eu la chance de pouvoir tirer cette liste en 1995 et je suis élu depuis lors. Effectivement, systématiquement réélu. Alors,
Pour pouvoir voter pour vous, où faut-il être domicilié? Parce qu'il y a tout un tas de communes qui entourent Bruxelles, qui peuvent voter pour l'Union des francophones, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache s'il peut voter pour vous, parce qu'avec tout cet imbroglio communautaire, scission de BHV, que sais-je, etc., qui peut concrètement aller le 25 mai voter pour vous en Brabant flamand? Tout le Brabant flamand. Et donc, ça veut dire toutes les communes, qu'elles soient à facilité ou sans facilité, comme Dilbeek, As, Wemmel à facilité, mais Zaventem, Machelen, Vilvoorde, etc. Toutes ces communes qui jouxtent Halle aussi. Halle aussi, que ce soit même Ternat, que ce soit même des communes comme Tervuren, Leuven, Diest, Tirlemont, Tienen, pardon. Toutes ces communes peuvent voter pour la liste UF. Alors je crois qu'il était important de le rappeler. On va continuer encore avec une question. Lors de la dernière législature, là celle qui s'achève, vous étiez député. Quelles sont selon vous les décisions qui ont été prises par le Parlement flamand, que vous avez voté ou pas, selon votre point de vue, selon le point de vue de l'Union des francophones? Et quelle décision trouvez-vous positive et une autre que vous trouvez absolument négative pour la population du Brabant flamand? Eh bien, je vais en prendre une qui sont dans les mêmes matières, Oui. Une positive et une négative. Le gouvernement flamand a décidé d'aider les gens à pouvoir acquérir des biens, une maison, un appartement, en octroyant des emprunts, des prêts à des taux réduits. Et il faut parler la langue de Vondel pour les avoir peut-être, nullement. non? Il n'y a pas de question linguistique à ce niveau-là, mais c'est simplement une question sociale. Oui. Je trouve que c'est une mesure qui est concrète, qui est positive, parce que ça permet quand même à un grand nombre de personnes à acquérir un bien, un premier bien, avec des taux d'intérêt selon aussi les revenus. Ce sont des, on n'octroie pas ces taux réduits à tout le monde. Donc vous ne posez pas systématiquement à ce qui est proposé au Parlement flamand. Bien entendu. Donc vous ne faites pas de l'opposition pour de l'opposition. Non. Je n'ai jamais fait depuis 19 ans de l'opposition, ce qu'on pourrait dire stérile. Mais quand il y a des choses qui, je trouve, qui sont positives, je les soutiens. Mais bien vous venez entendu. de donner un exemple et une décision que vous trouveriez négative. Écoutez, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le fameux décret Wonineigenstreek. Expliquez pour les auditeurs. Eh bien oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ce décret Code du logement, il était indiqué que pour pouvoir acquérir un bien dans un certain nombre de communes, et là c'était bien décidé, c'était des communes autour de Bruxelles, autour de Gand, autour des grandes métropoles, pour acquérir un bien, il fallait montrer avoir un lien avec la communauté flamande. Il fallait prouver qu'on connaisse le néerlandais. Alors, je trouve que l'acquisition d'un bien, et c'était même pas social, rien du tout. Un bien privé. Un bien privé, qui était situé dans un certain nombre de communes autour de Bruxelles, que ce soit à Tervuren ou ailleurs, était réservé aux gens du cru, comme on dit. Donc, vous avez une maison à Overijse, vous ne pouvez la vendre que à quelqu'un qui montre qu'il a un lien avec Overijse. Quelqu'un qui viendrait d'Angleterre, d'Italie, qui travaille pour l'Union européenne, il ne pourrait pas non plus. Il ne pourrait pas. Alors, nous avons attaqué, parce que nous trouvons que c'est quelque chose qui est contraire au principe de liberté d'aller s'installer où on veut. Eh bien, nous avons attaqué ce décret au niveau de la Cour constitutionnelle. Constitutionnelle, oui. Ensuite, ça a été à la Cour européenne qui nous a donné raison, et ce décret, cette partie-là du décret, est aujourd'hui annulée. En tout cas, voilà des exemples de ce que vous faites au Parlement flamand. On va revenir d'ici quelques instants. Une petite émission spéciale élection, toujours avec aujourd'hui Christian Vaneken qui est à notre micro. Tout va bien, Christian ? Toujours très bien. Alors, je rappelle que vous êtes tête de liste sur la liste numéro 11, l'Union des francophones en Brabant flamand, parce que les ondes radio ne s'arrêtent pas aux 19 communes de Bruxelles et que nous savons être écoutés en Brabant flamand. C'est pourquoi nous vous avons invité. Juste avant la respiration musicale, vous parliez de ce code du logement avec nécessité de montrer un lien à la Flandre, et vous vouliez encore rajouter quelques mots à ce sujet. Oui, parce que, étant donné qu'il s'agissait d'une discrimination, au niveau régional, le décret a été annulé, mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'au niveau local, par exemple, dans les communes, donc. Au niveau des communes, par exemple à Zaventem, on garde un règlement communal qui, lorsque la commune vend des biens ou achète des biens et les revend à des particuliers,
eh bien, on applique les mêmes règles que dans le décret de Wonnin-Hegerstreek. Absurde, ça, c'est un petit peu surréaliste. Ça veut dire que, oui, en tant que personne individuelle, on peut attaquer, bien entendu, des décrets, des lois, etc., au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle, quand on estime qu'elles sont discriminatoires. Mais il y a bien entendu toutes ces autres réglementations locales, si elles gardent la même lignée, il faut essayer, donc ça, ce sera du travail pour la prochaine législature. La même chose, le gouvernement flamand vient de se défaire d'une partie de ses compétences en donnant à Vlabin-West. C'est quoi ça, Vlabin-West, c'est aussi une parastatale. Un organisme public. Un organisme public qui achète des biens. Ouais. C'est eux qui peuvent, par exemple, avoir un droit de préemption. Vous vendez votre bien. Et donc, ils viennent les premiers le prendre. On établit un prix ouais. avec l'acheteur. Eux, on doit les avertir. Bon, voilà, votre maison à Dilbeek, par exemple, a été mise en vente pour tel prix. Est-ce que vous voulez ils ont la priorité. Ils ont une priorité. Okay. Bon, ça ne se fait pas à chaque fois. Mais Vlabin-West, qui achète de temps en temps comme ça des biens, et ensuite, a la même règle que le décret Wonnin-Hegerstreek va le revendre à quelqu'un qui peut démontrer un lien avec la Flandre. Le lien avec la Flandre au niveau de la communauté flamande, ayant suivi de l'enseignement flamand, ayant participé à des associations flamandes. Alors, vous êtes député francophone au sein du Parlement flamand. Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas seul là-bas, au milieu de tous vos collègues? Et comment ça se passe au niveau de l'ambiance? Est-ce que vous êtes respecté? Est-ce qu'on vous isole, on ne vous parle pas? Quels sont les contacts que vous avez avec vos collègues flamands? Disons que bon, dans les premières années, les contacts étaient assez difficiles, parce que bon, il faut apprendre à se faire connaître. Je dis qu'après 19 ans aujourd'hui, j'ai des contacts avec bon nombre de collègues. On est respecté, on est entendu, on peut parler. Ils ne vous nient pas simplement parce que je suis francophone. La seule chose que je trouve regrettable, c'est que jusqu'à présent, pour des résolutions, des motions que je pourrais aussi bien soutenir, parce que bon, j'ai donné mon point de vue en commission, que je pourrais aussi soutenir la motion, on m'a jamais demandé de co-signer quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous étiez pestiféré, du coup. Non, mais c'est... Excusez-moi, mais on applique la même chose avec le Vlaams-Belang. Et là, je trouve regrettable qu'on m'applique les mêmes règles qu'on applique au Vlaams-Belang. Ça, c'est une chose. Au niveau du reste, effectivement, on a l'occasion de parler sur un tas de sujets. Et ce que je constate, qu'au fil des années, mes collègues embrayent de temps à autre en disant, ben oui, finalement, Christian, tu as une bonne idée, c'est une bonne analyse des choses. Pourquoi? Parce que ce sont des dossiers qui concernent la périphérie bruxelloise, ou Bruxelles et ses alentours, et qui ne concernent pas nécessairement le communautaire. Et dès lors, on peut trouver des brèches, des ponts avec vos collègues démocrates flamands. Mais il est évident que c'est pas parce qu'on est francophone qu'on est flamand qu'on ne peut pas s'entendre et en bonne intelligence trouver des solutions qui arrangent tout le monde, quelle que soit la langue que l'on parle. En tout cas, ça c'est mon sentiment. Exactement. J'ai un petit peu mouillé ma chemise sur ce coup-là. Alors, on a posé cette question à vos collègues qui se présentent aux élections régionales bruxelloises, parce que Bruxelles est un petit peu à l'étroit dans ces 19 communes sur le plan économique. Alors évidemment, Bruxelles est entourée de communes flamandes qui appartiennent au Brabant flamand. Est-ce que vous trouvez, vous, en tant que candidat francophone du Brabant flamand, qu'il faudrait élargir la région de Bruxelles-Capitale, ou bien vous sentez bien au Brabant flamand et vous demandez simplement qu'on reconnaisse vos droits linguistiques? Que pensez-vous de ce débat de la communauté urbaine de Bruxelles qui irait au-delà des 19 communes? Eh bien, la mise en place de cette communauté urbaine est un des points de notre programme. D'accord. Parce que nous estimons que, comme vous dites à la radio, les ondes radio ne se limitent pas aux 19 communes. Il y a un tas de problèmes qui ne se limitent pas aux 19 communes non plus. Oui. Quand on parle de mobilité, par exemple, le ring, c'est quelque chose, l'aménagement du ring, toute la problématique de l'aménagement du ring concerne autant la région bruxelloise que la région flamande et même la région wallonne dans le Brabant wallon. La même chose au niveau de l'emploi, la même chose au niveau des transports en commun.
l'établissement du RER que l'on demande déjà depuis quand même des années et des années, que ce soit en matière d'environnement. Vous savez, la pollution ne s'arrête pas. Bien sûr que non. À un endroit. Vous donc rappelez il faudrait une politique globale pour tout ce qui entoure Bruxelles. Donc voilà. Rappelez-vous, peut-être, ça remonte quand même il y a une dizaine d'années, que le Brabant flamand avait tout à coup imaginé de vouloir créer un incinérateur à Drogenbos. Et pourquoi à Drogenbos? Parce qu'on savait très bien que les vents dominants allaient envoyer toutes les fumées sur Forêt et donc sur la région bruxelloise. Excusez-moi, mais ça, ce sont des politiques qui sont dépassées. En matière d'environnement et aussi en matière d'emploi. On va y revenir d'ici quelques instants, le temps d'une petite respiration musicale, parce que je sens que vous avez encore des choses à dire, je le sens et je le sais, puisqu'on en a parlé hors antenne. On va revenir après cette petite respiration et vous allez un petit peu expliciter en matière d'emploi, d'environnement, ce qui est troisième partie de cette émission spéciale élection avec Christian Van Ecken. Je vous repose à nouveau la même question, tout va bien ? Très très bien. Alléluia. Alors, vous vous présentez en Brabant flamand sur la liste numéro 11, l'Union des francophones, et on rappelle pour celles et ceux qui prendraient l'émission en cours de route que ce sont différents partis démocratiques qui se sont associés en Brabant flamand, et donc on va rappeler, il y a l'EMR, le CDH, le FDF et le Parti socialiste, c'est bien ça ? Alors, avant que on entre dans les questions d'emploi, peut-être un petit coup de pouce à certains de vos collègues qui se présentent avec vous sur la liste de l'Union des francophones, qui vous avez envie de mettre en avant à vos côtés. Écoutez, je vais pas commencer à faire non, pas toute une la liste, différence. Hein. Non, parce qu'on est 36. Je vais vous citer les 4 premiers. Ouais. Deuxième place, c'est Elisabeth de Foustrats d'Ursel, MR de Krainem. En troisième lieu, nous avons Georgios Karamanis de Le Saint-Pierre, socialiste. Ouais. Et en quatrième place, nous avons Anne Mikolajczak de Bercel, CDH. Alors, cette union sacrée des partis qui s'unissent autour de la langue, le français, en Brabant flamand, est-ce que ce n'est pas difficile sur des thèmes tels que l'emploi, l'environnement, ce dont on parlait avant la respiration musicale, parce que ailleurs, au fédéral, à la région de Bruxelles-Capitale, ils s'opposent, ces partis. Quelle est donc la politique que vous menez sur ces domaines-là, dans ces domaines-là? Mais la politique que nous mène, c'est une politique, disons, de proximité des habitants et de rechercher ce que la population de la périphérie attend de nous. Alors, par exemple, en matière d'emploi, j'ai soutenu, et nous avons tous soutenu à l'UF, le projet d'accord de coopération entre la région bruxelloise et la région flamande, entre le VDAB et Actiris. Pourquoi? En étant en échange de données. Je me rappelle encore à l'époque... Qu'est-ce que vous voulez dire par échange de données pour nos auditeurs concrètement? Ça veut dire concrètement que lorsqu'il y a des emplois qui sont offerts à Bruxelles, on les communique aussi au VDAB. Et inversement. Et de cette manière, des francophones de Le Saint-Pierre ou ailleurs peuvent parfois trouver un emploi à Bruxelles, alors que dans le Brabant flamand, ils avaient des blocages, ils ne savaient pas trouver un emploi à leur mesure. Et je trouve que on ne limite pas la politique d'essayer de mettre les gens à nouveau dans le monde du travail à se limiter au niveau frontière régionale administrative. Et donc, on reprend le bassin complet de Bruxelles et ses alentours. Alors, ça a été une mesure qui a été prise du temps de Frank Van den Broek et que j'ai appuyée à 200%. Donc, pas d'opposition systématique, voir ce qui est bon, et c'est bien de le rappeler. Vous parliez aussi de la mobilité. Il y a beaucoup de nafteurs qui rentrent dans Bruxelles. À Bruxelles, c'est extrêmement embouteillé. Certains Bruxellois disent « Oh là là, tout ce trafic qui vient de la Flandre, il faudrait un péage urbain pour rentrer dans Bruxelles. » Je l'ai déjà entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que francophone de la périphérie, du Brabant flamand, puisque vos concitoyens, nos auditeurs, doivent parfois rentrer dans la ville pour venir travailler? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Écoutez, au niveau du péage urbain, on ne se prononce pas directement. La seule chose dont nous sommes, que l'on veut que ça réussisse, c'est la création de transports en commun acceptable, viable. Pour les deux régions, style de Leyne. Pour les deux régions, entre le Brabant flamand
et Bruxelles, parce que ce que je constate aujourd'hui, des liaisons en transport en commun, en train, sont faciles quand vous venez de Charleroi, quand vous venez de Liège, mais quand vous venez de la proche périphérie bruxelloise, il y a beaucoup plus de difficultés de trouver un train. Et idem pour aller chez vous. Moi, je devais aller à Woluwe-Saint-Étienne dîner chez une amie. Et ben, avec les transports en commun, c'était extrêmement compliqué de gérer la Stib et de l'Aisne. Et donc, j'ai dû prendre un taxi. Eh ben oui, parce que c'est parfois la croix et la bannière, et il n'y a pas de liaison, et on n'a pas réfléchi à avoir un maillage qui touche l'ensemble de cette zone. Et vous voulez qu'il y ait moins de voitures à Bruxelles? Mais je suis tout à fait d'accord. Mais alors, offrons d'abord une alternative crédible, avant de dire « Ah oui, mais on va faire un péage urbain et on va le réserver à qui veut encore payer. » Non, offrons à la population une alternative crédible, c'est-à-dire des transports en commun faciles. Pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait pas de concurrence entre De Leyne, la STIP et la TEC. Parce que ce que je constate aujourd'hui, De Leyne veut apporter ses nafteurs de n'importe où, de Louvain ou alentour, jusqu'au centre de Bruxelles. Non, il faut apprendre que De Leyne vient jusqu'à Bruxelles, par exemple jusqu'à Kruinem, et de là, on passe au métro. D'accord. Alors, on va continuer sur la mobilité, mais un autre type de mobilité, les avions. Les avions, ils survolent le Brabant flamand, ils survolent Bruxelles. Il y a ce fameux plan de dispersion des vols. La semaine dernière, il y a eu une action en justice par la ministre écolo bruxelloise Evelyn Uyttebroeck. Sur ce, le secrétaire d'État fédéral Melchior Watley a un petit peu modifié son plan. C'était la semaine dernière. Ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que francophone de la périphérie? Parce que vous êtes aussi survolé par ces avions. Que faudrait-il faire selon vous? Vous avez 1 minute. C'est un exercice difficile, mais je vous le confie. Mais écoutez, je crois que Bruxelles devrait prendre exemple sur des autres métropoles européennes. Qu'a fait Paris? Quand ils avaient Le Bourget, quand ils avaient Orly, ils ont été créés Charles de Gaulle. Charles de Gaulle se trouve où? À 60 km du centre de Paris, ou 50 km du centre de Paris. C'est pas Zaventem qui se trouve à 10, à 15 km de Bruxelles, qui doit rester être le grand aéroport. Nous avons les espaces ailleurs, plus loin de Bruxelles. Donc, déplacer l'aéroport, c'est ce que vous proposez. Déplacer l'aéroport, c'est la seule chose. Et vous pensez que c'est possible, ça, politiquement, de porter ce projet? Ah, mais écoutez, politiquement, parfois, il faut avoir le courage de ces décisions. Et arrêtons aussi cette concurrence entre Charleroi, Liège et Bruxelles. Non, essayons de faire des synergies en matière d'aéroport, au lieu de se concurrencer bêtement. Et Zaventem, oui, avant c'était Melsbroek, maintenant c'était Zaventem, mais c'est devenu un trop grand aéroport, trop proche de la grande métropole bruxelloise. Paris réussi, vous m'avez donné votre réponse en 1 minute chrono, et on va tout de suite respirer musicalement. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez danser, swinguer? Dites-moi. Vous avez intérêt à dire oui, vous êtes sur une radio. Hein. Oui, mais j'aime bien la musique. Mais danser, ça fait déjà longtemps que je ne l'ai plus fait. On va faire l'exercice. On va danser pendant le disque et on revient juste après. Dernière partie de cette émission avec Christian Vaneken. Vous le savez, le 25 mai, on vote. C'est important de voter. Il ne faut pas s'abstenir. Alors oui, il faut se lever le dimanche, mais on a toute la journée pour aller voter. Vous votez pour n'importe quel parti, le parti de votre choix, mais votez. Et pour vous éclairer dans votre choix, aujourd'hui, nous avons pour les auditeurs du Brabant flamand, qui sont juste nos voisins, Christian Vaneken qui se présente à nous, à vous, chers auditeurs, sur la liste numéro 11, celle de l'Union des francophones. Alors je vous ai vu, vous avez esquissé un petit pas de danse, bon c'était un petit peu timide, mais quand même, vous l'avez fait, c'est très bien, merci Christian. Donc maintenant, votre femme sait qu'elle peut vous inviter à danser quand elle veut. On revient à des choses un petit peu plus sérieuses. Vous le savez, Bruxelles est la capitale de l'Europe, tout le monde le sait. Vu par les Bruxellois, on a parfois l'impression que les Flamands n'en ont pas trop grand-chose à faire. Et eux, c'est la Flandre, la cogestion de Bruxelles par la Flandre et la Wallonie. Et est-ce que pour vous, en tant que francophone de la périphérie, il est important que Bruxelles reste une entité unique? Et quel est son rôle par rapport à l'Europe, selon vous? Bien, pour moi, Bruxelles doit rester effectivement la capitale de l'Europe. Elle est le centre de la Belgique. Oui. Et j'aime bien quand on dit en Flandre, oui, mais Bruxelles, on veut la co-gérer. Vous aimez bien ça? Non, j'aime bien quand on dit ça, mais par ailleurs, en avoir fait sa propre capitale.
Oui, c'est la capitale de la Flandre. C'est la capitale de la Flandre. Ils ont dit que Bruxelles était leur capitale. Alors que bon, ils veulent la co-gérer. Il y a quelque chose qui est pas illogique. Ouais. Hein, vous voyez, les francophones, les Wallons ont été choisir Namur. Bon, il aurait été peut-être plus logique pour les Flamands qu'ils auraient pris Anvers, ils auraient pris Malines pour essayer de garder l'église au milieu du village. Non, Bruxelles, c'est un petit peu le coucou qui va mettre un œuf dans le nid d'un autre. Hein. Donc, alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est cette relation d'amour-haine avec Bruxelles. D'une part, on veut garder son identité à Bruxelles. Regardez tous les drapeaux flamands sur toutes les institutions, sur toutes les institutions flamandes, on aime bien de marquer le territoire chez les Flamands. Mais d'un autre côté, mais non, Bruxelles, on n'en veut pas parce que c'est une bande de chômeurs, ce sont des gens qui sont mal gérés, on n'en veut pas. Et donc c'est ça que moi je dis, il y a un aspect surréaliste quand on parle aux Flamands. C'est un peu schizophrénique. Schizophrénique, ouais. Exactement, quand on parle aux Flamands de Bruxelles. Alors, c'est pour ça qu'aussi, bon nombre de Bruxellois flamands se sentent plus d'abord bruxellois que flamands et ne sont pas d'accord avec ce que les autres Flamands de Flandre, que ce soit d'Anvers, de Gand, etc., est-ce que vous croyez que c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Bruxelles, qu'ils ne connaissent pas la réalité du Brabant flamand? Non, parce que c'est facile de décider à Anvers, à Ghent, à Bruges, pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Les Flamands de Bruxelles savent très bien qu'il faut essayer de trouver un terrain d'entente avec les autres communautés. Et la plus grande autre communauté, c'est la communauté francophone. Et donc, ils ont l'habitude de travailler avec nous et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, parfois, on a plus facilement des terrains d'entente avec des Bruxellois flamands qu'avec des Flamands de Gand ou d'Anvers, ou des Flamands pointilleux, parce que bon, pour eux, c'est des applications aveugles des lois linguistiques, etc., de dire dans cette commune-là, c'est une commune flamande et donc tout doit être en flamand. Alors que bon, tout en jaune et noir. Oui, mais non, mais moi, je tiens à rappeler à vos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à Overijse il y a quelques années? Il y avait un pauvre petit restaurateur asiatique qui a reçu une lettre de menace du bourgmestre d'Overijse parce qu'il avait mis comme enseigne takeaway. En anglais. En anglais. Ah non. Ça nuit au caractère flamand de sa commune. Mais où va-t-on? J'ai même interpellé le ministre en disant oui, mais enfin bon, sur quelle base vous approuvez ce genre de décision? Il n'y a aucune base légale. Que c'était normal de vouloir garder le principe du territoire flamand. J'ai dit, mais c'est pas avec ça qu'on va garder le principe du territoire flamand. Alors, appliquer ça à l'ensemble de la Flandre. Hein. C'est vrai, il faut que c'est que toutes les enseignes, partout, que ce soit d'Ostende à Hasselt, toutes les enseignes à Anvers, à Borgerhout, à Ostende, des enseignes en français. Des enseignes en français, mais on l'applique partout. Mais que là, on tolère. Oui. Et excusez-moi, mais on tolère aussi des inscriptions dans d'autres langues comme l'arabe, dans certaines villes. Moi, ça me dérange pas qu'on les tolère, mais alors qu'on tolère aussi dans les autres langues dans la périphérie. Il faut pas avoir deux poids, deux mesures. Alors on va terminer avec une question qui concerne les auditeurs de notre radio. Les ondes, on l'a dit, je le répète, ne s'arrêtent pas à un territoire politique. Et il y a, si nous sortons de Bruxelles avec nos ondes, il y a aussi des radios flamandes qui rentrent avec leurs ondes à Bruxelles. Et parfois on a l'impression que nous sommes un petit peu les petits poussets et que c'est à croire que certains politiques ont donné des puissances démesurées à des émetteurs qui se trouvent dans la toute proche périphérie de Bruxelles, à notre frontière, et qui écrasent certaines radios francophones. Est-ce qu'il est possible, en tant que député francophone au Parlement flamand, de faire entendre la voix des francophones par les ondes pour permettre aux radios de Bruxelles de sortir en Brabant flamand et de ne pas être écrasées par ces radios flamandes, de sorte qu'il y ait une pluralité linguistique aussi à ce niveau-là? Mais écoutez, j'ai déjà plaidé à plusieurs reprises pour cette liberté au niveau des ondes sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans la partie frontalière. Et la seule solution pour trouver un terrain d'entente, c'est d'avoir un accord de coopération entre la communauté française et la communauté flamande. Ce serait plus intelligent, oui. Ce sont ceux qui doivent octroyer les ondes et les bandes, qui doivent dire oui, vous pouvez utiliser telles ondes.
eh bien qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent autour de la table pour essayer de discuter. Vous savez, moi j'ai plaidé depuis 1997 pour qu'il y ait un accord de coopération en matière du Fonds des handicapés. Il m'a fallu 12 ans pour que ce soit une réalisation. Mais vous y êtes parvenu. Mais j'y suis parvenu. Eh bien voilà, ça prouve que ça vaut la peine de se battre pour les causes que l'on croit. Et c'est un beau travail que vous effectuez. Alors, je vous laisse le mot de la fin, une petite carte blanche, 30 secondes pour dire à nos auditeurs et à nos auditrices ce que vous leur souhaitez. Eh bien, moi je dis qu'un combat qui est juste doit être mené, doit être accompli, parce que bon, il a le mérite d'être. Voilà. Alors, dernier petit mot. Oui. L'UF, l'Union des francophones, c'est la seule liste francophone dans le Brabant flamand au niveau de la région flamande. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Et vous, chers auditeurs, le 25 mai, votez pour le parti de votre choix, mais votez, ne vous abstenez pas. À très bientôt. Ciao.